Comment Merci. allez-vous depuis Lille? Moi, je vous avoue que j'avais un peu lâché un peu, j'avais besoin d'un petit temps de repos là, le week-end dernier. Bah, moi, ça va pas trop mal. J'ai arbitré le PQ le plus petit PQ de France, le week-end dernier à Brest. Puis, voilà, on continue tranquillement Pas pas à jouer au jeu en local. pas de drama, pas de triche, Bon, évidente, non, ça va? non, pas de problème, c'était plutôt chill. Et toi, Stéphane? Bah écoute, ouais, ça va. Quelques petits weekly à Paris pour garder la main. Et sinon, je vais faire un PQ ce week-end à Vernon, entre Lille et là, bah, j'ai pas fait beaucoup de choses passionnantes à part diguer dans le 1-2 que j'essaie d'améliorer. Voilà. Ça marche. N'hésitez pas, hein, au niveau du chat, à vous manifester. Le programme de ce soir, on va revenir sur la méta actuelle. On a laissé passer Lille, les choses évoluent tranquillement. On a notamment toute la nouvelle méta qui a été modifiée depuis le bannissement. Et on verra également les résultats du sondage qu'on vous avait posé et que vous pouvez encore répondre au niveau du chat Twitch. Ensuite, on parlera du prochain set, les nouvelles mécaniques. On reviendra sur le jeu compétitif qui est actuellement, on verra où il en est dans la scène compétitive, ce que vous en pensez également. Et on verra un peu les autres façons de jouer à Star Wars Unlimited. Ça, je sais que ça tient notamment à cœur à Tom, qui est un grand adepte de certains modes. Ok, allez, on va lancer ça. Au niveau, du coup, de la méta actuelle, hop, on en est toujours sur notre site de référence qui est SW Compétitive, avec les derniers résultats qui confirment un peu une méta éclatée, j'ai envie de dire. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Qui c'est qui commence? Vas-y, vas-y. Ouais, bah, niveau méta, on a vu un peu plus de nouveaux archétypes. Je sais pas si c'est si nouveau, mais en tout cas, ça a confirmé un petit peu quelques nouveaux decks. Je pense au Han2. Alors, il y a Han2 version ECL et Datavolt qui a un petit peu plus performé ces derniers temps et qui se tire la bourre avec les quatre grands habituels. Il y a toujours Ray en forme. Euh, donc, quelques petites nouveautés. J'ai l'impression que cette méta est assez saine. Elle tourne autour du mid-range particulièrement. On joue beaucoup d'unités. C'est des decks qui jouent beaucoup d'unités. Il y a peu de contrôle. Et encore moins de hard control, à part je crois, à Brest, où il y avait apparemment quelques petits irréductibles contrôleurs. Bah, Et ça m'a l'air pas mal. Brest, c'était celui-là, c'était C'est le un boss bleu qui a gagné. Bosque C'est un bleu. boss bleu qui a gagné. Ouais. Moi, je trouve aussi que la méta, elle est bien, c'est bien diversifié. Il y a tous les archétypes de jeux, on va dire, qui sont jouables, mais avec une prédominance à plus aggro, on va dire, sur la méta, quand même. Ouais. Après, c'est assez grave de jouer parce que ça ouvre la possibilité de jouer des decks un peu plus atypiques et qui peuvent faire des performances. Je vois, il y a un Throne 7-4 qui a gagné là. Il y a le Akbar qui a gagné en Italie. Il y a Po aussi qui en a gagné un, si je me plante pas. Yes, à Thionville. Oui, c'est Pau qui a gagné. Donc il y a moyen de faire il y a moyen d'avoir des decks un peu plus exotiques. Il y a Gar-Saxon aussi qui marche bien. Assez aggro, mais qui à Brest, il y en a un qui fait top 8 aussi. Euh, donc c'est assez sympa à regarder. Enfin, pour être plus côté arbitrage, c'est sympa à regarder jouer. Les parties sont assez diversifiées, les match-ups aussi. Donc Ouais. je pense que ça ouvre aussi la possibilité aux gens, aux bons deck builders qui préparent bien les match-ups et qui savent s'adapter aussi, d'être bien performants. Ouais, c'est ça, ça ouvre Au-delà des decks aggro. ça ouvre des possibilités. Là, on a à l'écran les leaders qui. On a quand même un pool, hein, qui s'est un peu détaché là avec
avec 4-5 leaders, donc les Kira qui sont en force, les Han 2, mais qui sont sous deux versions, on va dire. Ray, ça fait plaisir. Ray, j'ai toujours trouvé que c'était un leader maître étalon un peu de la méta, et c'est vrai que c'est une méta de mid, Ray s'éclate quand même pas mal. Le Han 1 toujours présent, et après on a un petit gap là avec les prochains leaders. Et finalement, un des leaders qui est un peu surprisement bas, c'est le Queenan qu'on voyait très très fort en tout début de set, mais finalement, il y a beaucoup de contres et c'est pas une méta qui lui convient actuellement, je pense. Toi, tu jouais Queenan au début, Tom? Ouais, j'ai joué Queenland à Milan, avant la suspension de Django. Je pense que le deck est toujours bon, mais il a plus de mal contre Sabine, quoi. Ouais. S'il n'arrive pas à gérer le tour, hein, c'est compliqué. S'il le gère, ça se passe bien. S'il ne le gère pas, c'est compliqué. La discard fait mal, mais il y a de moins en moins de. Il y avait beaucoup de Basse Colossus en fait au début de la méta, et il y en a de moins en moins. Et du coup, la discard a moins d'impact, je trouve, qu'à une époque. Du coup, je pense qu'il a du mal. Je me rends pas compte s'il est beaucoup joué ou pas. Est-ce qu'on le voit Je sais pas si on a le. Je sais pas s'ils ont cette donnée-là de. La représentativité? Ouais, pourcentage de joués, mais peut-être qu'il a du mal à passer les phases de poule. C'est vrai qu'il est pas dans le top, il est pas dans le top 8 des leaders. Top 8. Même pas dans les winners. Ouais, il y en a que 2 qui ont gagné apparemment. Ouais, il est. Si, 36 quand même, Ouais, il est à si, 30. 8%. Ouais. Ouais, 8%. Quand même. Mais il n'arrive pas à passer le cut. Ouais. Il n'arrive pas à passer le cut. En fait, j'ai l'impression que c'est un deck qui se caractérise par genre, c'est un deck réactif, c'est-à-dire que c'est un deck qui joue en fonction aussi beaucoup de ce qu'il y a en face. Et comme la méta est très éclatée et elle n'arrive pas peut-être à lire en fait les plays de tous les différents leaders. Et justement, comme il y avait un moment du Colossus et des decks assez lents, assez voilà, lourds, etc., il arrivait un petit peu à se frayer un chemin. Et maintenant, il y a plein de decks qui vont jouer sur des cartes one cost, qui vont trouver des astuces pour un petit peu enquiquiner le joueur Quillan. On sait en fait, on s'est entraîné sur les match-ups contre Quinlan assez pour savoir quelles sont ses forces. Et donc, j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer tout l'éventail des nouveaux leaders qui apparaissent. Et donc, Ouais. difficile, ouais. Surtout Bah, que Datavolt, ça a l'air compliqué pour Quinlan, quoi. Genre les 3 PV de plus, les 60 cartes, ça a l'air compliqué, hein. ouais, bah, t'as pas de sustain en fait dans le deck, donc si tu commences à te faire agresser, t'es dans une position cavalière, on va dire. Et si le deck en face il a 33 PP, tu tues assez lentement quand même. Parce que tes unités elles ont pas mal de résilience, mais elles tapent pas très fort. Donc ouais, c'est. S'il y a Je pense que un gros ajout à la méta actuelle, c'est le Data Vault quand même qui a quand même rebattu beaucoup de cartes, je pense. Ouais. Data Vault a vraiment. Je me souviens au tout Ils début sont tous où. boostés à ça, hein. Bah ouais. T'as Ray qui passe à Datavolt, t'as Kira, bon, déjà qui a été le premier, le pionnier de ça. A2 qui, dans la foulée, a performé beaucoup aux États-Unis. Datavolt était très joué aux États-Unis. Maintenant, tu as An 1 Datavolt, c'était déjà bon, quelque chose qui existait, même si ça ne performe pas tant que ça. Mais ouais, même bah, Sabine à Lille qui passe en Datavolt. ouais. Ouais. Bah, c'est la base la plus représentée en top 8 et de loin quoi. Et la Ouais. deuxième c'est ECL. Ouais. Ouais, elle a réussi à passer devant SCL. Et ça me permet juste de rebondir. Alors, est-ce qu'on fait la transition sur Datavolt? Allez, on va faire la transition sur Datavolt pour rester directement dans le feu d'action. Il y a un autre deck qui a joué Datavolt là, et qui a réussi à performer. Je vous le donne en 1000. Et c'est un deck assez fou d'ailleurs. C'est le deck Akbar qui joue aussi Datavolt.
Le deck Akbar, donc il y a moyen de gagner des PQ avec Akbar. En plus, c'est pas un petit PQ, hein, c'est un 55 joueurs. C'est un. Bon, par contre, c'est un joueur qui est quand même expérimenté, qui avait joué je sais même dire, French. Trench à Milan. C'était un peu devenu le chouchou À Lille. à Lille, ouais, à Lille. Qui était un peu devenu le chouchou. Et là, qui nous ressort un beau deck sorti des fagots, derrière les fagots. Est-ce que vous voyez un peu la lecture du deck là, Stephen ou... Ouais. Ouais, je suis assez surpris par certains. Il y a des cartes qu'on voit pas ailleurs, on va dire. Ouais, il y a beaucoup de cartes. La Padmé drop 2, et qui semble pas de prime abord rentrer dans le plan de jeu. Mais j'ai pas regardé les replays, donc peut-être que je vais regarder la finale contre Kira pour mieux comprendre. Mais il y a 3 wedge gentillesse, on comprend avec. Il joue énormément de véhicules. Mais ouais, la petite Padmé, le délégué accommodant en 1-5. Pourquoi jouer ça? C'est intéressant. Ça serait intéressant d'avoir une analyse de son deck pour comprendre l'intérêt, parce qu'un body 1-5, carte qui fait piocher une carte, mais qui contre un aggro va pas faire grand chose. Après, il a l'air de jouer quand même pas mal de synergie sur le fait d'avoir des unités on-board avec coordination, avec l'embuscade, le vaisseau qui capture, etc. Donc peut-être qu'il veut des gros bodies à 5 PV pour résister à Tarkintown et avoir quelque chose qui stick. Et pouvoir peut-être générer un X-Wing facilement avec ça autour d'eux. Et après, je pense que ouais, c'est pas commun comme liste. C'est intéressant. Faudrait que je me batte les replays pour voir plus de. Notamment la finale contre Kira pour voir comment il gagne contre un contrôle. Outre l'effet de surprise, hein, qui a dû jouer aussi, hein, parce que ça a dû jouer dessus. Toi, Stephen, ta lecture du deck? Early game, il va chercher à exhaust engagé. Je vois beaucoup d'un Grogu, Leia. J'ai l'impression que c'est beaucoup de disrupt sur le board. Donc, j'ai l'impression il veut laisser, il veut pas laisser à l'adversaire la, la- Ça a fait penser à Django finalement, hein, où il exhauste énormément. Hmm. Peut-être un ancien player de Django, ce cher Dealers. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de choses qui engagent et aussi beaucoup d'embuscades. Donc il y avait Wedge, on en parlait, mais il y a, même sans Wedge, hein, il y a beaucoup d'unités qui embusquent. T'as le garde Coruscant, qui pas forcément une carte d'ailleurs très, très souvent vue, qui embusque avec la coordinate. Les Blue Leader, un classique. Euh, je vois aussi Plo Koon. J'ai l'impression que ouais, ça va beaucoup sur le trade en early. Ensuite, commencer à mettre les gros vaisseaux et sans doute aussi food un peu le board parce qu'il y a énormément de cartes qui vont juste être là pour engager, créer des X-Wing sans doute. Euh, je note aussi le petit véhicule qui se trouve beaucoup dans les Vador spatiales, là. Celle qui capture le vaisseau qui capture en coordinate. Aussi, ça a l'air d'aller dans l'idée d'empêcher les attaques. Ouais. Ça doit être un Euh, deck tellement chiant à affronter. Le gars, il t'empêche de jouer tout le temps. Ça doit être incroyable à jouer. Euh, Bon, en tout cas, voilà, chapeau à Leaders qui est pas à son coup d'essai pour des decks atypiques. Du coup, ça fait la bascule avec la méta, du coup, qu'on a dit une méta éclatée, qui permet de voir ce genre de deck sortir, en fait, sortir du lot. Donc, vous, rapidement, en 3 mots, est-ce que pour l'instant, cette méta vous convient? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méta qu'on a eue sur le jeu jusqu'à présent ou pas? Et après, on fera la bascule sur le résultat du sondage qu'on avait fait aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est plaisant de voir que tous les types de jeux sont jouables et qu'il y a une diversité de leaders importante. Ça permet à plus de joueurs sans doute de pouvoir jouer le deck qu'ils ont envie et pas forcément un deck qui peut gagner. On le voit là avec Akbar, on le voit avec d'autres leaders qui ont gagné des tournois comme Throne ou des choses comme ça. Euh, Après, ça reste une méta qui est quand même très axée aggro, donc ça plaît plus ou moins. Moi, je préfère j'adore les ultra aggro.
c'est mon cœur de métier. Mais je pense que c'est quand même la meilleure méta qu'on ait depuis le début, parce qu'il y a moins de decks dominants. Donc ça permet plus de largesse, on va dire, euh, merde, d'exotisme dans les decklists. Et faudrait, faudrait voir comment ça va évoluer, notamment avec s'assurer que on voit que Datavolt gagne en puissance, voir s'il va y avoir des évolutions dans les prochaines semaines avec les différents PQ sur d'autres decks qui pourraient sortir et voir comment ça évolue. Mais pour l'instant, ce qui est sympa, c'est dès qu'il y a un nouveau tournoi, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle liste qui sort et ça, c'est sympa, quoi. Ouais. Il y a toujours un nouveau truc à regarder et c'est pas c'est encore un Django, un Boba ou un Han qui a gagné, quoi. Il y a ce petit côté, petite surprise à voir ce qui gagne, quoi. Ouais. Ça, c'est sympa. Et toi, Stéphane, cette méta éclatée, un peu plus difficile à lire, un peu plus exotique, comme dirait Tom, qu'est-ce que t'en penses? Je pense c'est la preuve qu'elle est encore en constante évolution. Parce que du coup, comme on dit, à chaque PQ, il y a des nouvelles surprises. Elle n'est pas encore figée. Est-ce qu'elle le sera finalement? Je ne sais pas. Parce que à la fin, c'est toujours finalement le contrôle qui gagne, hein. Si on regarde un peu le parcours des sets d'avant, il y avait toujours un moment où le contrôle prenait un petit peu le, ouais, Dessus, le ouais. fin mot de l'histoire. Ouais. Le fin mot de l'histoire. Si on pense à Milan, c'était Milan, où la finale, c'est Boss contre Django, le boss que Non, terrasse littéralement. À Milan, c'est à pas Milan, encore. il y avait encore Django. Il y avait trop de Django. Liverpool. C'est Liverpool. À Non, je Liverpool, sais ouais. plus. C'était Liverpool, ouais. Ouais. Liverpool, quand même, ouais, boss qui met quand même le fin mot, alors que Django est hyper dominant. C'était marrant. Donc, ouais, je pense elle est bien parce que justement, il y a cette opportunité à créer des decks outsiders. On a vu Anne 2, on a vu Ray. Est-ce qu'on verra d'autres trucs? Est-ce que Arkbak, c'est anecdotique? Pour moi, ça pourra être encore anecdotique puisque c'est de l'effet de surprise. Mais ouais, Datavolt qui reste la constante. Finalement, on a l'impression qu'on peut jouer n'importe quel leader avec Datavolt presque et ça peut marcher. Ouais. Ça c'est marrant de voir que normalement, on veut le moins de cartes possible et là, on accepte de prendre 10 cartes en plus. C'est un peu fourre-tout, mais pour récupérer épée. Ça m'étonne qu'on n'ait pas vu de boss que Datavolt. Justement, toi, Rageux, qui connaît le deck, boss que Bah, moi, je le jouais. Datavolt, ça n'a pas pris. Moi, je le joue en Data Ça n'a Vault, pas... hein. Moi, Oui, non, mais ça n'a pas pris. Ouais, mais si je n'étais pas tombé dans le vortex des contrôles, ça aurait pris, hein. Le plan marchait parfaitement, hein, jusqu'à ce que je tombe dans le vortex. Mais oui, bien sûr, Data Vault, surtout en boss, deck couteau suisse, côté 10 cartes en plus, c'est pas du tout dérangeant. Mais je pense que c'est dérangeant finalement dans aucun deck, en fait. Dans les ultra aggros, dans les decks très aggros, pour moi, c'est un problème. Ouais, oui, dans la Sabine. Bon, la Sabine, c'est un peu. Ouais, Celle-là, je sais pas comment il a fait, mais bon, c'est multifactoriel, hein, c'est pas qu'un deck, mais oui, dans l'ultra aggro, quand tu as moins de chances de topper tes cartes, ça peut être complexe. Mais dans un deck qui se balade un peu entre le mid et le late game, des cartes en plus. Ouais, puis quand t'as plein de cartes qui font la même chose, que tu pioches une ou l'autre, tu t'en fous un peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de cartes redondantes, effectivement. Du coup, au niveau de la commu, vous aviez voté. Ah, c'est pas toi, pardon, c'est toi. Hop. Donc la question c'était est-ce que c'est la meilleure méta qu'on ait connue jusqu'à présent? Il y a eu 40 votants. Moi j'ai voté non, vous voyez, j'ai voté non. Euh, Parce que c'est un peu trop éclaté pour avoir une lecture un peu, voilà. Mais ouais, ça serait. Voilà. 40 votants, 34 votes pour oui, donc 85%, c'est vraiment écrasant. Vous aimez cette méta, et tant mieux. Tant mieux si elle peut permettre. Moi, je l'aime bien parce qu'elle peut permettre à certains joueurs qui étaient un peu dégoûtés de pas. Ils voulaient jouer des decks un peu atypiques et ils étaient vraiment au fond du trou quand ils se tapaient au début que des Boba, puis que des Han, puis que des Django. Ça a pu faire arrêter, je pense, certains joueurs. Et là, peut-être que de voir que tu peux jouer un peu n'importe quel leader et ça peut perfer, ça va peut-être ramener des nouveaux. Enfin, refaire venir des joueurs. Et moi, c'est pour ça que cette méta peut me plaire. Et à voir, à voir, à voir.
Après, encore une fois, cette méta est due à un bannissement et elle n'est pas encore mature, hein, ouais. Et il lui reste que 1 mois et demi pour l'être. Il ne reste qu'un mois et demi et quelques mois avec les sets là avant une potentielle rotation. Donc, ouais. Ça, c'est l'inconvénient. Enfin, c'est l'avantage et l'inconvénient des nouveaux sets tous les 4 mois. Mais c'est une très belle transition, Tom, vers, vers le prochain point que je voulais aborder avec vous, qui sera le prochain set, justement. Le prochain set qui introduit donc Légion de la Force, plein de Jedi et plein de Sith, et notamment ce joli petit token qui arrive, qui va être le token de Force, qui est vraiment pas mal avec le petit Ben en fantôme, là, qui est sympa. Ah, y a pas le chat n'est pas à l'écran, désolé, j'ai un petit problème de chat. Du coup, mécanique de force, plein de Jedi, plein de Sith, et 2 capacités particulières, donc la force et dissimuler, on va en parler tout après. Je vous ai sorti une vidéo sur les bases qui donnent la force et je vous donnais un peu mon point de vue déjà sur la force, qui pour moi pourrait potentiellement faire des choses, sauf si la méta reste actuellement trop rapide et empêche de déployer toute sa force, justement. On va peut-être commencer avec toi, Tom, ton avis. Alors déjà, en termes de fluff et tout, c'est super. Ouais. Une mécanique qui donne, t'as envie, tu joues à un jeu Star Wars, t'as envie qu'il y ait la Force, t'as envie qu'il y ait des Jedi, des Sith, donc ça c'est super cool. Maintenant, en termes de gameplay, je pense que ça va vraiment créer une scission entre les decks qui jouent avec la Force et ceux qui jouent pas avec. Dans la dynamique de partie, dans les effets que tu vas pouvoir sortir. Parce que globalement, quand on voit les cartes actuelles, si t'as pas la Force, elles font beaucoup moins qu'une carte standard, on va dire. Et si t'as la Force, elles font peut-être un petit peu plus. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura assez de gros payoff, des cartes qui vont vraiment t'inciter à jouer la Force pour justifier le fait de perdre des points de vie et de perdre des actions à récupérer la Force, soit en attaquant, soit en faisant d'autres choses. Je pense que ça va beaucoup jouer sur les leaders aussi qui jouent avec la Force. Dans ceux qu'on a vus pour l'instant, il y en a 2-3 qui sont intéressants. Notamment Qui-Gon qui a l'air rigolo à jouer et qui peut faire des effets un peu combo. Donc ça, c'est cool. Maintenant, moi, j'ai pas vu de carte avec un payoff monstrueux en Force. J'ai pas vu, enfin, pour l'instant, j'ai pas vu une carte où je me suis dit, ouais, je veux jouer la Force pour cette carte et je vais construire le deck pour optimiser la carte avec la Force. En tout cas, avec le jeton Force. Les synergies Force sont très bien. Il y en a plein à travers le jeu qu'on a déjà et qui sont rajoutées avec le set. Mais les synergies qui impliquent le jeton Force sont pas sont pas celles qui m'attirent le plus et j'ai pas l'impression, tu vois, si je compare par rapport à un deck, si tu prends le deck Sabine qui est un peu si ton deck il passe pas Sabine, c'est compliqué depuis le début du 7-1. Ouais. Bah bon, on verra quand on aura toutes les cartes, mais pour l'instant. Ouais, c'est ça, faut se comparer à ce qui se fait actuellement, hein. Toi, Stéphane, t'as peut-être un peu plus de réserve vis-à-vis de la force? Juste que j'ai envie de voir sur le papier, enfin sur le papier, j'ai des réserves, comme tu dis. Sur le concret, j'ai envie de voir comment ces nouvelles mécaniques vont pouvoir affronter des decks qui sont déjà euh, impactants par leur rapidité. La seule question, moi, la question qui m'intéresse, c'est comment. Est-ce que, comme tu dis, Tom, le payoff de jouer des unités force va l'emporter sur le payoff de prendre l'initiative et de faire une action létale, parce que beaucoup de cartes vont quand même demander faire une action supplémentaire. Et on sait que Star Wars Unlimited se démarque déjà par cette particularité de prendre l'initiative et de faire quelque chose de monstrueux avec ça. Donc là, ça pose la question de la lenteur du jeu. Euh, d'autres interrogations, c'est plus par rapport au fait que on va sans doute se retrouver sur des decks qui vont jouer beaucoup terrestre, du coup. Je dirais que ça va être Avec JTL, on avait la dominance du spatial. Maintenant, on revient sur l'arène terrestre. Et donc,
des decks autour de la force, on va aussi peut-être les anticiper parce qu'on sait que le tour 1, ça va être une petite unité force. Et donc, est-ce que ces mécaniques vont pouvoir sortir des tours 1 où on sait qu'il y a déjà un Tarkin Town qui peut faire le taf, même s'il y a des unités shieldées pour gérer ça. On a les dégâts indirects aussi qui viennent à travers les shields. Donc, pas si les débuts de partie avec les decks autour de la force vont pouvoir être assez safe à se dérouler. Et, est-ce que ça va pas être compliqué à- justement à décupler, à montrer la force dont on parle dans ces situations? On a déjà beaucoup de decks qui peuvent trouver des contres. Donc j'ai peur que ce soit trop lisible en fait. Pour être plus clair, j'ai peur que ce soit trop lisible, trop anticipable pour l'adversaire. Et aussi, j'attends de voir, on a vu des cartes déjà aussi qui sont les contres aux unités force. Je pense à des unités qui vont faire un travail monstrueux en face si l'adversaire joue la force. Donc, euh, il y a aussi ça qui m'intéresse de voir. Est-ce que les cartes la force vont l'emporter dans le bras de fer avec la nouvelle mécanique? Mais je rejoins quand même l'idée que c'était nécessaire de sortir un, un- voilà, un univers autour de la Force. C'est Star Wars, on connaît parce que c'est les Jedi. Et donc, c'était d'ailleurs finalement assez tard que ça vienne, cette mécanique. Je pense parce qu'elle est quand même pas facile à mettre en place. Donc, je suis très content de voir des Jedi au retour. Mais est-ce que pour le gameplay, ça va vraiment assurer ça? Je sais pas. Pour moi, c'est un gameplay de, 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 de scellé, en fait. Enfin, ça va être génial en scellé. Euh, mais le fait. Alors, ça correspond pas à la conception de Star Wars Unlimited qui joue beaucoup sur la prise d'initiative. C'est du ping-pong. Sur un jeu comme Magic où tu as tout ton tour pour faire tes actions, pour booster ta force et envoyer une grosse patate, ça aurait été peut-être plus judicieux. Là, je trouve que la conception du jeu en elle-même ne correspond pas avec cette mécanique de force. Même si on a vu qu'on peut faire des attaques, des jetons à répétition, et voilà. Mais on rentre moins dans l'interaction avec l'adversaire et on est plus dans une construction de soi-même, en fait. Alors, On build de soi-même, en fait. c'est ça, c'est que c'est des decks qui vont penser à leur propre C'est déroulement ça. et qui On vont n'agit plus pas. avec l'adversaire, en fait. C'est ça, et alors que beaucoup de decks qui performent, c'était comme le Queenland, on en parlait tout à l'heure, c'était des decks en réaction. Donc là, le plan de jeu, il est tracé en fait pour Ouais. les unités force. Du coup, c'est ça qui me. C'est que pour un haut niveau compétitif, là où justement les différences dans les match-ups se font par rapport à l'effet de surprise, par rapport à l'imprévisibilité, est-ce que ces decks-là vont topper quand le pattern est déjà très visible pour un, quoi? Bah, Euh, ouais. je prends l'exemple de deck pilote, déjà au 7-4 avec les pilotages. Je parle des leaders pilotes, de la mécanique pilote qui finalement je trouve intéressante. Mais les leaders pilotes, on arrivait à lire leur plan de route. Les decks Vador, bon, c'est très fort si on les laisse se décupler, mais si on intervient tour 1 en spatial, on peut facilement gérer ça. Donc j'ai cette inquiétude par rapport à la lisibilité. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'ils ont leur propre jeu. Et donc, ils vont pas réfléchir à. C'est pas leur but de réfléchir à ce qui se passe en face. Et donc, même les decks mid-range vont avoir facilement cette posture de contrôle face à eux. Parce qu'il suffit de jouer terrestre si on sait qu'en face, ça va venir terrestre, pour être déjà embarrassant pour eux, en fait. Ouais. Mais encore une fois, ça va être la question de puissance, en fait. Si, même si ton adversaire sait sait lire ton jeu, si toi, ton jeu est suffisamment puissant pour passer outre la lecture de l'adverse, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être comment tu sors et est-ce que enfin, ta mécanique propre est assez puissante pour passer outre les embûches que ton adversaire va te mettre dans les pattes. Pour l'instant, on va voir, on va discuter des cartes là que vous avez voulu mettre en avant. On n'a pas encore assez de cartes pour voir si ça va être bon ou pas. Il y a juste une autre mécanique qui est dans ce set, à part le token force, qui va être la nouvelle capacité de dissimuler. On a notamment là le petit gros goût là, qui a la capacité de dissimuler. Et donc, c'est le
tour où la carte est jouée, elle ne peut pas être ciblée, hein, c'est ça? Elle peut pas être attaquée par d'autres unités. Elle peut pas être attaquée par d'autres unités. Mais tu peux lui mettre un event, tu peux la take down ou la open fire. Tu peux quand même la cibler sur d'autres Ouais. capacités. Ouais. Ouais. Donc t'es pas safe quand même T'es pas safe quand même. C'est pas Ah, t'as les, dé- complètement safe, mais bon. t'as les dégâts indirects, t'as les pings et les removes. Donc, ouais, c'est pas non plus. Ça protège c'est- pas de Tarkington. Ça protège pas de Non. tout. Bon, le gros goût avec les 6 PV là, il est quand même safe, mais quand même, Ouais, ouais, lui, ouais. les ET en général, non. Ok. Du coup, on va faire un petit ping-pong là de cartes que vous voulez mettre en avant. On va commencer par toi, Tom. Dis-moi, le HK ou la lumière? Allez, HK47 d'abord. Ah, alors cette carte-là, mon Dieu, c'est un scandale. C'est un Déjà, scandale. j'aime bien les jeux de mots, donc le nom me plaît bien. Et, non, parce qu'il y a deux trucs, enfin deux trucs, il y a plusieurs trucs intéressants avec l'unité, mais le premier, c'est qu'il n'y a pas que lui, mais ils ont fait beaucoup de body de 2-4 pour 2 dans quasiment toutes les couleurs. Enfin, ils essaient d'en sortir dans beaucoup de combinaisons de couleurs. C'est des stats de C'est fou. ouais, c'est des stats qu'on n'avait pas jusqu'ici, et donc ça va bien en lien avec ce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient augmenter la puissance Ouais, des terrains. des T1 Hmm. par rapport au T2. Donc là, on voit clairement, en gros, il a des stats de Yoda qui aujourd'hui est un T2. Et il y a une carte qui ressemble beaucoup à Yoda qui a les mêmes stats là que de 4 et qui coûte 2 également. Donc ça, c'est déjà un premier truc à noter. Et après, bah, ce que j'aime bien, c'est que c'est une carte agressive dans des combinaisons de couleurs plutôt agressives Ah ouais. et qui a un effet t'invite à trade, enfin, te rentabilise tes trades. Ça veut dire que si l'autre il pose une sentinelle, bah, si tu joues aggro, ça t'embête normalement. Bon bah là, au moins, tu as quand même ton petit dégât à la base. À voir s'il y a des petites synergies à faire, s'il y a possibilité de lui faire tuer plusieurs unités ou contre un deck Swarm, si ça peut être un moyen de pas mal pinguer la base. Et il est aussi en synergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le mot-clé site et droïde. Alors, droïde, c'est un mot-clé qui est plutôt pas mal parce que tu peux aller le chercher sur une main invisible, par exemple, et le jouer gratuitement Ouais. en rouge-vert. Donc, ça fait une synergie plutôt cool. Site, on verra, mais il y aura sans doute des petites. Je crois qu'il y a déjà des petites synergies. Mais il y en aura sans doute encore plus avec les cartes à révéler. Et donc, moi, c'est une unité que j'aime bien. J'ai envie de la jouer. C'est une carte qui me donne envie d'être jouée. De voir ce qu'elle peut faire et j'aime bien, j'aime bien les stats résilientes avec 4 HP, même si bon, ça meurt toujours sur Tarkin Town, mais on peut pas espérer des tours 1 2-5, donc ce serait pas bon pour le jeu. Donc Ah, ça reste des stats, ça reste des super stats. Et, bon, ça reste une carte légendaire, mais elle a tout pour elle, quoi. Elle a des stats de ouais, fou, elle a ouais. un effet qui est dingue, qui est même pas limité, donc il peut se résoudre. Ça oblige l'adversaire à venir un peu le trader lui pour pas se prendre des dégâts à répétition. Cette carte, je la trouve complètement folle, hein. Surtout dans les bonnes couleurs agressives. C'est ça. Elle, Et elle- c'est un. elle rend presque IG jouable, hein. Les decks IG qui tournent, tu rajoutes ça dans les decks IG, les petits dégâts qui Ouais, manquaient, elle va les mettre, hein. non, c'est un truc ça peut faire des choses. Ouais, Donc une bonne j'aime carte. bien ouais, une bonne carte qui donne envie d'être jouée. Ça, c'est cool. Ok. Stéphane, on passe à toi, une de tes premières cartes. Alors, on va rester sur du tour 1. Je propose à l'opposé de Tom une commune qui, pour moi, est hyper pétée. C'est le Jedi consulaire Allez. qui, à mon avis, va être vraiment un classique. Alors, force ou pas d'ailleurs, je pense. Enfin, force, oui, parce qu'il faut quand même le jeton, mais il y a aussi, on voit avec certaines bases, la base verte, monastère mystique, je crois, qu'on peut très bien jouer des unités pas à 100, enfin un dex pas à 100% force et juste bénéficier du jeton de force donné gratuitement par la base pour jouer ce qu'on a envie. Du coup, cette carte, elle me plaît parce que bon, c'est un 4 pour 2, ça c'est pas nouveau dans les stats tour 1,
Elle a des bons mots-clés, donc Force Jedi, c'est quelque chose qu'on prend. Et avec en fait la possibilité de jouer en tour 2 des cartes à 5. Et là où c'est intéressant, c'est que bah, si on prend le nouveau leader Qui-Gon, ça nous donne la possibilité de jouer au tour 2. Donc un combo assez sympa où on va utiliser un jeton force qui a été créé par notre base à 25, la monastère à Mystique. On utilise ce jeton force pour engager cette unité. On joue une carte à 5, donc on peut jouer dans les couleurs jaune, vert des cartes qui peuvent en bouche. Je pense au syndicat laqué, qui peut tout de suite terminer une unité de l'adversaire. Ensuite, on recrée un jeton. Donc, bon, du coup, ça fait un tour hyper long où on est sûr de perdre l'initiative. Mais en tout cas, le payoff, là, pour le coup, le payoff est cool parce que on engage Qui-Gon et on rejoue derrière une carte qui coûte 4 finalement, au tour 2. Donc, ça nous permet de jouer dans un tour 2 où on n'a que 3 ressources, une carte à 5, puis une carte à 4. Dans les couleurs où finalement, jaune-vert avec Qui-Gon, on peut avoir des très bons pools de cartes à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà avec Qui-Gon un combo que je trouve très fort, qui nécessite d'avoir la base à 25, et on n'a même pas besoin d'autre chose que ça, quoi. Donc, la combinaison est assez facile. Si on prend l'archétype Anakin, par exemple, avec le rouge, ça nous permet de jouer un peu d'Amron autour d'eux. Donc, que ce soit Anakin, Qui-Gon, je pense aussi à Rey, qui peut lui donner des petits jetons d'expérience. Je pense que cette carte-là, elle va se trouver dans plusieurs couleurs. Elle peut bien passer en héroïque. Donc, je la trouve pas mal. Et le petit plus, c'est aussi avec Anne 1, parce que finalement, avec Anne 1, on peut ramp avec le leader et jouer une carte à 6. Donc, pour 2. C'est vraiment le Now They Are Two of Them version vert, quoi. C'est hyper fort. Ouais. Sans avoir besoin de conditions à part la force. Ouais, et elle peut aussi accélérer certains decks qui avaient besoin de ramp. Là, limite, tu peux te passer de cartes de rampe, quoi, hein. Tu as ça, c'est une rampe fiable. C'est un body sur le terrain. Ouais. C'est très bonne carte Et commune. ce qui est, Après, ce elle, qu'il elle est faut aussi. difficile à lire. Elle est difficile à lire pour les joueurs novices, je pense. Mais là, tu l'as bien expliqué. T3, tu peux jouer deux cartes qui sont au-delà de ta curve de mana. Tu peux prendre tout de suite l'ascendant sur le board de l'adversaire. Euh, ouais. Ouais, le T2, il sera infernal. Parce que non seulement on peut jouer une embouche, l'embouche, elle fait son travail, elle reste en vie, on la renvoie aux mains, donc on la récupère. Et on joue là une autre unité qui vient stabiliser. T'imagines un tour 2 où tu joues un syndicat laquais ou autre unité qui tape direct, la renvoie et tu joues Kira derrière pour bloquer le tour adverse. Donc c'est méga fort. Donc ça peut être très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer une unité qui coûte 2 de moins. Donc finalement, plus tard, on peut. C'est un peu l'équivalent du sabre du général. Donc il y a pas trop de restrictions en fait, à part utiliser la force, jouer une unité. D'autres cartes que je citerai un peu sont tout aussi pareilles, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, Bah, il y a- il y a beaucoup de possibilités de faire entrer des grosses cartes plutôt, quoi. clairement. Je te repasse la main, Tom. Tu voulais nous parler des êtres de lumière, c'est ça? Les êtres lumineux, ouais. Êtres de À lumière. l'opposé de ma première carte. Ouais, là, on est dans le vert. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est que ça me rappelle ce qu'on avait, la carte pour 6 et 2 verts qui donnait plus en plus à toutes les unités, pour chaque unité différente que tu contrôlais et qui avait fait un deck un peu combo avec Avec Rex. Rex, ouais. Ouais, là, c'est un peu, je le vois un peu comme la même chose. Alors peut-être plus compliqué à mettre en place, mais en même temps, ça te demande qu'une seule couleur. L'idée d'avoir un payoff à jouer beaucoup d'unités force en disant bon bah j'ai des unités force qui ont des bons body en early et qui de manière générale ont plus de points de enfin vont avoir pas mal de PV donc vont peut-être mieux tenir et en fait d'avoir cette carte comme kill pour sortir 12 dégâts d'un coup si tu as 3 unités sur le board, quoi. Ouais. J'aime bien et au-delà de ça, j'aime bien pas le fluff, mais le lien entre l'image et l'effet de bon bah t'as
les Jedi légendaires qui viennent t'aider à finir la partie, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un petit deck qui utilise ça comme kill, un peu sur le modèle de ce que Rex faisait avec. Je me souviens plus du nom de la carte, mais c'est Oui, oui, que les vaisseaux à la fin du 9 là. Euh, on la voit. et du coup, mais du coup, qui serait pas obligé de jouer double vert et qui pourrait peut-être jouer. On pourrait imaginer un autre leader que Rex ou bien une autre base que le droïde, que le déploiement de droïde. Ouais. Ok, très bonne carte. Juste pour revenir sur la carte précédente, on a Pushmergas qui nous demande est-ce que l'effet. Alors, Pushmergas qui te répond d'ailleurs, qui te dit c'était Unity of Purpose, voilà. C'est ça. Et qui nous demande si l'effet se stack du tour 1 au tour 2 pour le Jedi. Non, hein, un effet prend fin à la fin du tour, hein, c'est ça, monsieur le juge. Ouais. C'est ça. C'est surtout que là, la carte te demande, en fait, le fait de l'incliner et de dépenser le jeton force, ça fait partie de la même action que le fait que de jouer l'unité. Du coup, c'est un effet, c'est immédiat en fait. Tu dois jouer l'unité. Incline une unité, tu utilises la force, ça fait partie du coup, parce que c'est en gras, et ça te donne l'action de jouer une unité pour 2 de moins. Ouais, c'est joué immédiatement, ouais. On va rester dans les couleurs vertes, et on va rester quasiment sur la même illustration, tiens, avec Kelran Beck pour Stephen. C'est quasiment la même pose, hein. Franchement, je vous mets les deux images, ils sont pas trop embêtés. Il a juste levé un peu le bras, et ils lui ont mis des dreadlocks. C'est des Jedi, hein. 3 quarts de profil, ouais, classique. Alors, vas-y. Cette carte, moi je pense qu'elle va avoir un potentiel. Elle va venir dans le slot à 7, donc concurrencer déjà beaucoup de cartes qui sont déjà des incontournables, mais elle a un effet qui rappelle le U-Wing renforcement. Elle a des très bonnes stats. Elle en bouge pas, elle impacte pas forcément le board, mais en réalité si, parce que sa capacité, il faut voir ça comme une extension de tellement d'autres cartes qui font ça, mais de façon très limitée. Si on prend par exemple Vador, Vador elle fait un effet qui en jeu fait chercher une carte, mais elle doit être vilainy. Il y a d'autres unités comme le Homoine, il faut que ce soit une unité héroïque. Ici, on n'a vraiment pas de restriction. Donc ça, j'aime beaucoup le fait qu'on prend une unité et il n'y a pas de restriction dans les 7 cartes qu'on cherche. Ensuite, c'est quand même un body qui est très fort, quoi. Cette 7, elle va résister à des Luke Skywalker, à des 6-7. Donc c'est quand même, je pense, une carte qui mériterait sa place dans des decks Ad 1, dans Quinlan aussi. Et à partir du moment où vous avez des cartes qui peuvent comment dire, développer des effets comme le vaisseau de Quinlan qui dit une fois joué, en attaque, vous pouvez refaire un effet une fois joué. On peut faire 2 fois dans le même tour de Scry 7 et chercher des unités. Donc ça peut être vraiment une carte qui peut avoir beaucoup de payoff. Donc je la trouve vraiment potentiellement très forte. Elle peut venir remplacer des cartes à 7 qui jusque-là sont assez habituelles. Voilà. Donc, moi je la trouve bien. Ouais, Jedi Force, des bons mots-clés. Effectivement, on nous dit que l'illustration n'est pas géniale. Alors, c'est marrant parce que ce Jedi-là, enfin, vous connaissez son histoire, hein, c'est le Jedi qui a sauvé Grogu, c'est ça? Ouais, c'est celui-là qui a sauvé Grogu du Temple Jedi. Et l'acteur là, c'est l'acteur qui joue Jar Jar Binks. Okay. Et vu qu'il était détesté par la communauté, ils ont décidé de lui redonner un peu de prestige et ils l'ont incorporé, ils lui ont enlevé son masque de Jar Jar Binks et il a un petit rôle, il sauve Grogu du temple en attaque. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ok. Aussi que c'est pas une restriction de 3, elle coûte 3 de moins, donc on peut la jouer, on peut jouer des cartes à 5, enfin le potentiel est énorme. Donc, quoi, je la trouve très
très cool. On a envie de trouver plein de cartes avec qui vont troquer. Ouais. Ouais, Ça moi, fait un... Moi, j'aime bien ce genre de cartes, un peu comme Ewing Reinforcement, où c'est des cartes toolbox. C'est-à-dire que tu vas les jouer et ça te permet d'avoir peut-être plus de one-off dans ton deck, off-color, qui vont être des cartes qui te permettent de réagir à des situations particulières que tu veux toucher sur des cartes comme ça qui te permettent de les jouer gratuitement, quoi. Et c'est un style de deck que j'aime bien dans d'autres jeux et c'est bien de commencer à avoir plus d'effets comme ça, comme le Ewing qui donne une variété d'effets potentiels. À certaines époques, il y avait Doku, Mace Windu, etc. Luke qui était joué off-color avec Ewing dans du vert jaune pour avoir des effets qui n'étaient pas attendus par l'adversaire. Et c'est une carte qui peut permettre ça avec la réduction de coût. Et surtout que c'est que si on compare par rapport au Ewing, c'est pour 7, on est jusqu'à 3 unités dont le coût est 7. Là, on joue pour 7 une unité qui donne déjà donc 7 d'attaque, plus un coût de 3 supplémentaires. Donc Tout à on fait. a finalement, on dépasse le plafond de 7. On joue des cartes à 10 pour 7 en fait. C'est ça qui est fort. Mm. C'est que ça dépasse le plafond de 7 que Wing était. Enfin, Wing était déjà fort pour ça, mais là on arrive à un palier au-dessus. Donc le payoff est encore plus intéressant. ouais, ok. Euh, Tom, ben, je te redonne pas la main parce que tu avais parlé que de 2 cartes. Ouais, j'en avais trouvé que 2. Oui, il y en a plein d'autres, Il mais y a déjà, oui, il y a déjà des belles, il y a déjà des belles cartes, hein. j'en garde pour les T'as grave sous prochaines le fois. coude. Du coup, on va enchaîner avec toi et on va parler d'un personnage que tu as toujours affectionné. C'est la Maz. Tu aimais déjà la première version qui donnait +1/+1 à chaque fois qu'on jouait une carte. Et la nouvelle Maz, elle te plaît bien aussi. Ouais, elle me plaît parce que elle a ce. En fait, c'est pour la première fois, on a des cartes qui vont permettre au Jedi d'être aggro. Donc, elle a un effet un peu à la Fleet Lieutenant qui donne +2/+0 unité force. Body. Il faut noter que c'est une 3/4 alors que le Fleet Lieutenant était une 3/3 pour 3. Donc, c'est-à-dire qu'au tour 2, on a moins de crainte à jouer une carte qui va lancer un Jedi en attaque et un jeton force parce que justement, c'est l'intérêt pour certaines bases. Et rester sans doute en vie, enfin plus de chances de rester en vie parce que les unités tour 1, généralement, elles ont 3 d'attaque. Donc, elle va pouvoir rester par rapport à des trades facilement. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle soit uniquement commandement sans avoir d'autres affinités. Ça veut dire qu'on peut pouvoir jouer en vilainie comme en héroïque. Donc, je la trouve ouais, très open, potentiellement dans les tours 2 idéal des deck force. Seul petit bémol, c'est le mot-clé pègre qui convient au personnage, peut pas être autre chose, mais du coup, on a du mal à voir la place de ce mot-clé dans des unités force. Euh, ouais, c'est la seule petite. C'est pour ça que je le mets en top 3. C'est que je sais pas que faire de ce mot-clé pègre qui reste un peu hors de propos, mais quand même les stats et l'effet de donner +2 à des Jedi, force, justement, je trouve ça très fort. Ouais, ouais, effectivement. C'est un flic lieutenant amélioré. Ok. Bon. Moi, les cartes sont vraiment pas mal. Moi, je l'ai pas mis à l'écran, mais la Qui-Gon, là, la Qui-Gon aussi pour 7, là, je la trouve vraiment pas mal aussi quand elle meurt. Tu peux mettre une carte dessus ou sous ton deck. Surtout, en plus, là, pour une fois, l'illustration est vraiment stylée en plus. Il est en train d'attaquer et tout. Ouais. Non, il y a des belles cartes. Il y a des belles cartes. Comme je vous le disais dans la vidéo sur les bases, je sais pas trop comment me placer au niveau de la chaîne. N'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Est-ce que vous voulez des reviews un peu quotidiennes en format short sur les cartes ou est-ce que vous voulez plutôt qu'on fasse comme aujourd'hui sur les cantinas, les cartes qui nous semblent vraiment percutantes? Parce que je trouve que les reveals sont. Enfin, ça y va, quoi. Ça va à foison, quoi. Les leaders, on a déjà quasiment tous les leaders. Ça va très très vite, je trouve, cette année. Enfin, sur ce set-là. C'est tôt, même de plus en plus C'est tôt tôt, et ouais. de plus en plus On vite. a, on a à peine le set qui commence à se mettre en place actuel, qu'on a déjà les reveals pour le prochain.
Peut-être Donc qu'ils voilà. anticipent le fait que ça sort 10 jours avant Vegas et que les gens vont peut-être avoir envie de s'entraîner avec les cartes. Ouais, très bon point, effectivement, très bon point. Parce que C'est vrai que ça sort avant Vegas, ça sort le 10 juillet, c'est ça? ça sort le 10 et Vegas, c'est le 25, donc il y a 2 semaines. Et Ouais. 3 avec les AP. Ça Peshmerga, ce qui dit: fait «J'ai hâte de voir les versions short. prestige». C'est quoi les versions prestige? J'ai loupé un truc là? Les cartes carbonites. Ah, c'est les carbos, de ce set-là, d'accord. OK. Bah, on a vu la gros goût, je crois, qui est très jolie. Oui, alors les carbonites, c'est pour moi, c'est du 100 hein, jusqu'à présent, au niveau illustration en tout cas. Ouais. C'est des très, très belles cartes, ouais. Et on dit: «Salut à Stoic le corbeau», donc désolé encore une fois, le chat n'est pas visible à l'écran. Vous pouvez discuter entre vous sur le chat. Du coup, on a vu, ce très beau set qui s'annonce. On va revenir sur le set actuel, mais plutôt sur la scène compétitive. Et là, on va peut-être avoir, un peu moins de peut-être un peu plus critique, on va dire. Hem, ah, il y a non, il y a une carte que je voulais encore parler, les gars. On n'en a pas parlé. C'est celle-là. Je sais pas si vous la voyez à l'écran. C'est l'armée de Porg qui va arriver. Les créatures pour 0, là, vous pouvez swarmer les créatures pour 0, ça va être vraiment pas mal. Bon, bref, c'était juste pour dire que les Porgs vont arriver également. Et Ah, il y a que. l'autre aussi Ouais, Soit plus cher, ouais. qui te donne 5 jetons, qui peut donner plus 1, 5 plus 1, jetons ouais. ou 6 jetons. Ouais, tu peux faire une armée de Porgs, ça va être trop cool. Il commence à avoir pas mal de cartes Bah, créatures, là. On va pouvoir potentiellement faire des decks créatures avec des surtout dragons qu'il de y a Fate. un leader qui va bien avec, c'est le Canaan bleu. Ouais, ah, Qui, les qui decks donne. créatures sont pas mal, ouais. Du Oui, il y en a coup, une que j'aime bien en créature, juste pour finir là-dessus, dis-moi. la 5-5. C'est la 5-5 pour 5 qui a en bouche si en face tu as une unité force. Ça, je pense que ça va être très salé. Ouais, Ça celle qui fait ressemble à un truc en pierre, là. Ouais, elle est verte, elle est juste verte. Et elle a des stats très. Voilà, quoi. 5-5-5, mais l'embouche, il y a force en face, Je vous la mettrai à l'écran c'est la meilleure embouche. sur YouTube. Syndicat laqué, meilleur qu'un boss, que puis qu'il y ait de la force en face. Et ouais, celle-là, elle m'intéresse. Allez, on passe sur le point vision du jeu compétitif à l'heure actuelle. Je vous remets à l'écran le nombre de participants en PQ. Le point, c'est de dire un peu que les PQ bah, ne font plus le plein. On va dire que la jauge espérée, estimée, on va dire, c'est plutôt les 2000. Un PQ, c'était jusqu'à 128 joueurs, c'est ça? Là, on est plutôt dans les max 60. Euh, on a quand même, on voit en Europe des pays qui tiennent la bourse, notamment la France et l'Espagne. Et après, tout ce qui va être Pologne, un peu pays plus à l'Est. Mais on a de plus en plus de PQ qui sont dans les 30-40 joueurs. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que c'est une évolution naturelle? Est-ce qu'on arrive. Voilà. Quels sont vos points de vue là-dessus? Est-ce que ça vous inquiète ou pas tant que ça? Dites-nous aussi dans le chat, je prendrai vos commentaires dans le chat, on en discutera entre nous. Vas-y Tom, je te laisse commencer, toi qui es plus arbitre, qui vois des tournois se passer de plus en plus. Moi, je pense que c'est pas forcément alarmant, on va dire. Le PQ a subi un peu ce qu'a subi le Showdown à la sortie des PQ au 7-2. Ça veut dire un décalage de la communauté de joueurs qui va plus aller vers du sectoriel, vers du régional, où il y avait quand même, ça a quand même réussi à réunir pas mal de joueurs. Et du coup, le fait que le nombre de joueurs baisse est pas forcément, ça m'inquiète pas pour l'instant. Je pense qu'il y a aussi la stratégie FFG de peut-être donner des PQ à des boutiques plus excentrées. Typiquement, nous en Bretagne, on a eu Brest qui est quand même, tu peux pas faire plus loin, on va dire, pour la France. Avec un père peut-être. Mais du coup, bah ouais, à part des gens de Bretagne, y a pas et de Nantes, il y a pas grand monde qui est, qui est venu à Brest. Mais c'était sympa, c'était plus ambiance, familiale. Ah, vous Hem vous connaissez tous, et enfin, hein.
Moi, je connaissais 80% des joueurs, du coup, c'était bien pour arbitrer. Mais ouais, on était 30. C'est une ambiance différente, on va dire. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi l'effet, ceux qui cherchaient la qualif pour Vegas, il y en a de plus en plus qui l'ont, donc ils font moins l'effort de se déplacer. Et peut-être le point aussi que bah, si tu te déplaces, en fait, sauf si tu fais top 1 ou peut-être finaliste, bah, tu as du mal à. Tu vas rien gagner à part, à part avoir joué dans la journée. Et je peux comprendre que ça motive pas les gens à se déplacer plus que ça. Après, est-ce que c'est la finalité des PQ de farmer les PQ et qu'ils soient tous pleins tout le temps, avec peut-être 40 ou 50 joueurs qui se déplacent en fait sur tous les PQ pour aller pour tous les faire? Je sais pas, ça dépendra du nouveau système que FFG va nous présenter sur le circuit compétitif. S'il y a des points à aller chercher dans les PQ pour la qualification au Galactique de 2026, je pense qu'on verra beaucoup plus de joueurs faire l'effort de se déplacer pour aller faire top 8 à Brest, à Montpellier, à Lyon ou même dans les autres pays limitrophes pour essayer d'aller chercher les points. Ouais. Redis-nous rapidement ce système qui serait mis en place. Donc là, actuellement, bah, c'est le Golden Ticket, hein, le système du Golden Ticket. Ouais. Donc, c'est tu gagnes, tu as ton ticket pour le J2. Et là, ce qui serait mis en place, c'est un système un peu euh, C'est de c'est points. une Ouais, de barrière de points. points, Ouais, voilà, de c'est un points. palier de points à atteindre. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos, hein. Ils ont juste dit il y a un moment que ce serait un système de points. Donc, on attend de voir la présentation, mais le fonctionnement, c'est bah, tu dis tous les joueurs qui sur la saison ont plus de 200 points sont qualifiés au World. Et après, bah, tu dis bah, une victoire de PQ, c'est 100 points. Un top 8, un top 4, c'est 50. Un top 8, c'est 25. Et puis, le joueur qui fait 8 top 8 dans la saison, bah, il est qualifié, quoi. Ouais. Donc, ça enlève. Moi, je pense que c'est un bon système parce que ça enlève la variance de pour gagner un PQ, il faut être un bon joueur, certes. Mais il faut aussi avoir de la chance dans les match-ups. Et enfin, si tu joues, tu peux être le meilleur joueur du monde. Si tu tapes que des mauvais match-ups, bah, tu Ouais. vas passer une mauvaise journée, quoi. Et ça t'incite à être régulier, ça t'incite à C'est ça. effectivement à te rendre à plus de tournois. Et c'est vrai que le système. Après, c'est vrai que Peshmerga se dit que c'est pas le bon système là actuellement, Golden Ticket. C'est la première saison, hein, donc c'est voilà, ils ont fait au plus pressé. Oui, c'est sûr que là, on va voir des joueurs qui ont gagné des PQ à 16 joueurs ou à 15 joueurs et qui auront leur Golden Ticket, alors que il y a des gens qui vont cravacher sur des 128 et qui l'auront toujours pas. Mais bon. Après, moi j'attends surtout un truc sur ça. C'est cette année, Vegas, c'est un open. Je trouve ça très bien. Est-ce que l'année prochaine, si Vegas, c'est un tournoi fermé et qu'il n'y a pas de side event, en gros, que tu n'as pas de possibilité de participer au Galactique si tu n'as pas fait ton farming de points, c'est une philosophie différente et j'attends de voir ce qu'ils vont faire sur ce niveau-là, quoi. Ouais, un Je peu. parle pas à la même communauté de joueurs. Oui, un équivalent de Pro Tour, mais le problème, c'est que ça, j'en discutais aussi. Pour faire un équivalent de Pro Tour qui est Magic, il faut que tu aies un pool de joueurs beaucoup plus important que le nombre de joueurs actuellement qu'on a. Parce il faut que tu aies un noyau dur très important pour avoir une compétitivité. Ouais, sinon, Ouais. parce que si t'assures de donner tant de place aux gens qui vont être bien classés, tu vas descendre assez bas dans les classements. Mais ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Toi, Stéphane, le fait que les PQ soient demi-jauge, qu'est-ce que ça te fait penser? Moi, je note ouais, une multiplication des PQ ces derniers temps. La fréquence est de plus en plus importante. Alors, je sais pas, j'ai pas de stats par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on en enchaîne de plus en plus avec, comme disait Tom, des plus petites boutiques qui ouvrent la scène compétitive. Donc, ça, forcément, ça divise les forces, on va dire, ça divise le public. Les gens vont aller à Bourges plutôt qu'à Brest, malheureusement pour les Brestois. Donc, du coup, ça va un peu plus éclater les communautés. Mais est-ce que c'est inquiétant? Non, je pense que je suis aussi de l'avis de Tom. Je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui nous, qui devrait nous alarmer. Et ouais, de toute façon, tout sera lié à leur réaction, à la réaction des FFG, comme vous l'avez dit, avec ce système de points. Est-ce que ça va rebooster les participations? À mon avis, ça va faire
ça devrait booster et ça devrait vraiment ouais, donner un payoff plus intéressant. Parce que comme vous dites, le joueur qui passe tous ses PQ à finir top 8 et qui n'a rien à la fin, c'est un petit peu une expérience de déception pour lui, finalement, peut-être. Surtout s'il y a de plus en plus de PQ, comme on les voit en ce moment. Hum, ouais. L'idée des points me paraît sympa, ça fait un peu ligue, ça fait plus un peu un petit aspect ligue qui me paraît sympa, peut être intéressante pour la saison 1, parce qu'en plus, on n'est même pas dans la saison 1, on est dans la saison 0, si je me trompe pas. Donc Tout à Oui, fait. tout à fait. Et il y a le il peut système, plus avoir d'amélioration. et le système de points donne un truc assez sympa aussi, c'est que tu suis un peu les autres joueurs et tu te dis, t'as le côté, bah, il y est presque, il fait un tournoi, est-ce qu'il va l'avoir ou pas? Enfin, t'as plus ce côté communautaire aussi qui peut venir. Parce que là, en gros, bah, le vainqueur, il est pris. Mais avec les points, il y a ce côté, tu peux suivre un peu l'évolution, tu peux rattraper ton retard. Enfin, il y a toujours, ça permet aussi aux joueurs de gérer leur investissement dans la compétition au fil de la saison. Et pas juste, bon, bah, c'est bon, j'ai mon ticket. Pas juste bouton on-off. C'est vraiment, bah, moi, je me suis mis à fond. J'aime beaucoup ce set-là, j'aime beaucoup la méta, je me mets à fond, je vais chercher ma qualif maintenant. Et peut-être que les sets d'après, je vais moins jouer. Ça donne aussi cette flexibilité-là qui est sympa, quoi. Ok. Toi, Tom, tu vas à Vegas, hein, c'est ça, hein? C'est booké. Oui. Ouais, mais moi, j'ai le droit de faire mon tournoi J1 pour essayer d'être qualifié. Alors, c'est celui qui dit, oh ben finalement, je veux un tournoi fermé qui, cette année, profite du tournoi ouvert. Ah non, non, moi, je veux un tournoi ouvert. Ah non, non, moi, D'accord. le tournoi ouvert, je pense que c'est la meilleure vitrine pour le jeu. Ouais. Moi, je vais à Vegas. Si ça passe pas le jour 1, c'est pas grave. Je vais passer 2 jours à faire des side events et à me marrer. Donc, c'est, je pense que faire un tournoi fermé uniquement réservé aux meilleurs joueurs, c'est un choix de philosophie qui se comprend aussi. Mais je pense que ça ferme une grosse partie de la communauté et je pense qu'il va y avoir un effet. J'espère qu'il y aura un effet Vegas de bah, les gens qui vont y aller, ils vont revenir avec plein de trucs, avec tu vois un peu comme avec Lille quoi. Tu vas à Lille, le tournoi il s'est super passé, tu reviens avec plein de goodies, les gens qui y sont pas allés ils se disent bah putain la prochaine fois j'ai envie d'y être quoi. Ouais. Et Ouais. j'espère que Vegas fera un peu cet effet-là mais encore plus gros quoi. Ouais. Bah, oui, c'est deux philosophies. Tu peux faire du fermé ultra compétitif quand tu as une ultra grosse communauté, ce qui, pour l'instant, on le souhaite pour Star Wars évidemment, mais n'est pas encore le cas. Et faire, effectivement, comme Lou nous dit, deux circuits parallèles, quoi. Le circuit, on va dire, limite pro, et comme le Pro Tour pour Magic, et le circuit un peu plus, pas casu, parce que c'est quand même du compétitif, mais un peu plus costaud, mais on n'y est pas encore. Le jeu est trop jeune pour ça. Oui, oui. Ok. Ouais, ça me semble des bonnes pistes. Donc, bon, dans l'ensemble, on n'est pas trop inquiet plus que ça. Voilà. Les gros joueurs qui voulaient leur place pour PQ, pour Vegas l'ont. Faut se dire aussi que Vegas est dans un mois et demi. Niveau organisation, c'est peut-être un peu tard si ceux qui gagnent leur place actuellement pour s'organiser. Donc il y a aussi ça, hein, le fait que Vegas approche. Euh, ouais, voilà. Et que moi, ce qui me rassure un peu, c'est que le jeu commence à infuser un peu dans de nouveaux pays. On a vu notamment les premiers PQ asiatiques, là, Chine, c'est quoi, Chine, ouais, Chine, Chine et Taïwan, je crois. Chine et Taïwan. Est-ce que Taïwan fait partie de la Chine? Ça, on n'y est pas encore. C'est un autre débat. Ouais, Chine et Taïwan. Après, voilà, faut pas oublier, Star Wars n'est pas le seul TCG actuellement, bien au contraire. La multiplication des TCG font aussi que des joueurs voilà, font un peu l'impasse. Ok, si vous avez encore 2 minutes, on peut peut-être parler des autres modes de jeu, parce que là on était sur l'ultra compétitif, qui peut forcément peut-être... Enfin moi j'étais vraiment surpris, je voulais parler de ce point-là, parce que j'étais vraiment surpris à, à Lille et à Milan, des sides. Il y avait plus de monde, j'ai l'impression, sur les sides Twin Sun et. Enfin, j'ai eu beaucoup de monde sur le Twin Sun, enfin, j'ai vraiment surpris. Donc, les autres modes actuellement mis en avant par l'éditeur, c'est le Twin Sun, c'est ça?
Et Ouais, c'est le seul c'est le mode seul? alternatif Ouais, qu'on a à l'heure actuelle, c'est pour le l'instant. seul. Moi, le mode que j'aime beaucoup, qui se fait un peu dans les boutiques chez moi, c'est le Pauper. Alors, je sais pas comment on dit, juste des Paysan, ouais. communes, paysan, ouais, Pauper, paysan. Il y a pas de mode encore, de nom officiel, ils cherchaient un nom, là, la dernière fois, j'ai vu sur un Discord, ils cherchaient un nom. Peut-être le mode Padawan, on va voir. Ce qui me plaît beaucoup parce que tu vois des cartes que t'as pas l'habitude de voir et t'as des decks du coup très forts avec des synergies très fortes qui tournent. Est-ce que vous êtes amateur de ce mode, des modes de jeu alternatifs ou pas? Alors, allez, Tom, vas-y. Fais ta page promo. Ouais, c'est le moment. Non, non, moi j'aime beaucoup le Twin Sun. J'essaye de développer ça en local sur Rennes. On a une quinzaine de joueurs actifs, donc c'est cool. On fait des après-midi avec trois tables qui tournent en gros. Et je trouve que c'est un mode qui apporte. J'aime beaucoup le mode première et le compétitif, mais il y a des années-lumière du fun, du Twin Sun, de ce côté. Tu as vraiment le côté où tu peux jouer n'importe quelle carte du jeu, essayer de la carte injouable que tu verras jamais en première, tu peux réussir à la jouer et ça te fait gagner ou pas la partie, c'est pas l'important. L'important c'est de te marrer, de jouer des cartes qui te font plaisir. C'est aussi l'occasion de sortir les jolies cartes, tu vois, les promos, les showcases. T'as ouvert une showcase de Rose, Tico. Bon, bah, tu peux essayer de la jouer en première, mais au moins tu peux la jouer en Twin Sun et te faire plaisir avec Finn, quoi. Ça fait un beau duo. Donc c'est vraiment un truc. Moi, c'est un format qui marche bien sur Rennes et que j'aimerais bien plus développer. Et je trouve que c'est aussi un format qui permet de récompenser les joueurs sur autre chose que la victoire. C'est un truc où tu vas amener c'est le plaisir que tu as eu à jouer avec quelqu'un, le plaisir quand tu fais ta partie, t'as un aspect très politique aussi dans le Twin Sun, où tu vas essayer de retourner les joueurs les uns contre les autres pour pas qu'ils t'attaquent, mais qu'ils attaquent l'autre. C'est aussi sympa et ça permet de jouer des cartes vraiment plus politiques. Tu vas avoir, t'as notamment une carte c'est avec Lando dans le 7-1 où ils m'ont pas laissé le choix. Tu choisis deux unités et tu as un joueur qui choisit laquelle est détruite et laquelle est laquelle va en main et laquelle va sous le deck. Bah, tu choisis deux unités, une de deux autres joueurs, et tu donnes au troisième joueur de choisir. Et ça te permet de mettre la merde, comme c'est parce que y en a un qui va avoir une rancune envers l'autre, donc ils vont se taper dessus, et toi derrière, tu vas pouvoir faire tes petites affaires pour gagner la partie. T'as vraiment cet aspect-là, je trouve sympa. Et c'est une ambiance très différente du premier, mais très très fun. Et on voit des situations qu'on voit pas dans le premier, notamment dans les synergies de leaders. Et des leaders très très nuls en première sont beaucoup plus impactants, on va dire, en Twin Sun. Donc ça, c'est cool. Il y a Marius qui nous demande, j'en ai testé, c'est du commandeur à 4, on va dire, oui, Moi, c'est du mais commandeur multi. et c'est du chacun pour soi, c'est du chacun pour soi. Il y a Krimri qui envoie le premier message et qui nous demande enfin, qui nous dit le mode tribal, c'est sympa. C'est quoi le mode tribal? J'ai un trou là. Ça te dit quelque chose? J'imagine que c'est en jouant avec les traits. C'est-à-dire que Tu fais des Je sais decks à qu'il y a des thème? boutiques. Ouais, il y a des boutiques Ouais, qui jouent en se disant, bah, il faut au moins avoir trois cartes Wookiee, trois cartes Twi'lek, trois cartes Jedi dans ton deck ou des trucs comme d'accord. ça. Ouais, tribal, Et d'accord. je pense que ça doit être proche de ça. Mais ouais, c'est assez sympa aussi de jouer des decks fluff, tu vois. En Twin Ouais. Sun, tu peux jouer un deck fluff Bah, et t'as pas moins de chances de perdre qu'un autre. du coup, ça me fait rebondir avec Stephen parce que là, c'est une idée de Stephen qu'il faut absolument qu'on mette en avant sur la chaîne et il faut juste qu'on se trouve le temps de le faire. C'est euh, c'est son idée, c'est des decks. Bah, vas-y, je te laisse le dire. Des decks commandeur, on va dire, mais du 1v1 et thématique, c'est ça? Tu avais notamment une idée Oui, de c'est- En fait, c'est de garder l'intérêt de jouer comme dans le Futsen, deux leaders par joueur, mais de le réduire à un format 1v1 plutôt que 1v1, V1, V1, et de reproduire une scène historique d'un épisode de Star Wars et s'amuser à créer donc la bataille de. euh, J'avais pensé à la bataille
Celle de l'attaque à l'étoile noire. Ender, Kevin. Gavin. Merci. Voilà. Et donc, mettre Tarkin et Vador pilote, on l'a maintenant. Plus la Leia, et puis bon, j'aurais aimé avoir Dodonna en leader pour faire vraiment le truc parfait, mais voilà, trouver comme ça Ouais. des petits affrontements. La guerre des clones aussi, je pense que ça peut être un énorme espace pour créer des trucs très, très sympas. Et que ouais, de faire des formats, j'en avais parlé du coup à Rageux pour développer ça. Ça peut prendre du temps, je pense, mais ça peut être aussi notre expérience euh, similaire finalement au Twinsun, parce que finalement Ouais. on a des restrictions aussi. Non, c'est Ouais, bien. je trouve ça c'est cool. Ouais. Faut juste Moi, j'aime Ça se bien voit qu'il y a pas mal de Vas-y, vas-y. liberté quand même. Non, je disais il y avait quand même pas mal de liberté. Ça m'étonnerait pas que d'ici un an, on développe d'autres formats encore que ce qu'on est en train de déjà faire. Moi, j'avais essayé avec un pote de. Je sais que sur leur canal, ils ont ce qu'ils appellent le pack rush, où en gros, tu ouvres 2 boosters et tu joues avec directement. Et ça marche pas mal sur Star Wars pour ouvrir tes displays de manière un peu plus. Quand t'as pas 6 joueurs pour faire du scellé. C'est tu ouvres 2 boosters, tu choisis un des deux, tu regardes pas ce qu'il y a dedans, tu choisis un des 2 leaders au pif. Enfin, tu choisis un des 2 leaders, l'autre va en ressources avec une des bases, et tu prends l'autre base. Et après, tu joues avec les règles habituelles, sauf que l'affinité de couleur, c'est seulement +1 au lieu de +2. Et ça fait vraiment des parties où tu découvres tes cartes. Donc, tu vas découvrir la rare, la légendaire, l'hyperspace si tu en as une. Donc, ça, c'est assez cool au niveau découverte. Et puis, bah, ça permet de dynamiser l'ouverture de booster et de profiter de l'ouverture, quoi. Franchement, Format casino. ouais, c'est un peu ça. Puis, tu sais, enfin, tu as vraiment Format des cartes blackjack. qui servent à rien, qui te font gagner la partie. Donc, bon, bah, tu te souviens que tu as gagné avec la commune qui va aller dans la boîte derrière, mais c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour Moi, voilà, partager avec ça vous. Dis-moi, dis-moi. non, ça m'étonnerait pas. Enfin, ce serait très très fun que pour Vegas, à l'occasion de cette premier événement mondial, là, FFG nous concocte un nouveau format dans l'esprit Blackjack Casino, puisque j'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire qui pourraient être assez marrants. Bah, Ce serait cool de voir un truc il y a comme le ça. Sabac, ouais, et le Sabac, c'est le jeu de cartes De Lando. de Lando, de l'univers, ouais. Mais de toute façon, oui, de toute façon, on voit avec les TCG qui sont un peu plus matures à l'heure actuelle, il y a des modes de jeu alternatifs, il y a des modes de jeu potentiellement solo. Il y a un mode solo hein, pour Star Wars Unlimited hein, qui a été mis au point par un Suédois, je crois, là, qui marche pas trop mal. J'ai fait 2-3 parties, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'était pour, voilà, pour montrer à la communauté qu'il n'y a pas que le jeu compétitif, qu'il y a plein de modes de jeu, il y a des modes amicaux qui sont vraiment fun. Euh, et, euh, et le jeu a quand même, maintenant j'ai regardé, là, il a plus de 1000 cartes, je crois. On a dépassé les 1000 cartes au total, je crois. En tout cas, on sera à 1000 cartes avec le prochain set. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a des thématiques fortes, il y a des decks à thème à faire. Et voilà, il n'y a pas que l'ultra compétition dans Star Wars Unlimited. Donc voilà, merci pour le visionnage de la vidéo en live. Si nous regardez en rediffusion sur YouTube, donc on était en live, rejoignez-nous sur Twitch pour la prochaine. Désolé, le chat était off aujourd'hui, mais on a quand même discuté avec vous sur le chat. Euh, Deux choses à rajouter, les gars? Quelque chose de votre côté? Je pense qu'on a fait le point. Ouais, on a bien fait le tour. Et donc les prochaines échéances, c'est Vegas pour Tom. Le PQ Strasbourg avant. Ah oui, Je ah tente oui, le- alors je Strasbourg. tente Alors Strasbourg, ça sera streamé sur ma chaîne. je tente le last chance pour aller chercher la qualif jour 2. C'est cool. Paris fin juin, je crois que c'est Galactix, je sais, c'est Majestic, pardon, je sais pas si j'y serai. En tout cas, Strasbourg, j'y suis, je stream et je vais essayer d'avoir la configuration pour pouvoir jouer en même temps. J'aimerais bien jouer un PQ, ça fait longtemps que j'ai plus joué un PQ. Et toi, Stephen, tu veux encore essayer d'aller gratter un ticket ou pas? Ouais, on va juste s'amuser. J'essaie de développer le leader que je joue en ce moment. Comme pourquoi pas tenter prendre des PQ, surtout si on arrive à finir top 8 et qu'on a
les Parisiens qui ont déjà pris leur ticket, ça devrait être plus Simple. facile, entre guillemets. Oh, sur Paris, bientôt, tu t'inscris, c'est bon, t'as le ticket. Hein. C'est toujours les mêmes. Ouais, on verra. Ouais. Ok. Et j'en fais aussi un ultra-jeu, je crois que c'est celui de ultra-jeu dont tu parlais fin juin. Ah, c'est ultra jeu. Je crois que c'est ultra-jeu, je suis pas sûr. Et ouais, Vernon ce week-end. Ok. Eh bien, bonne chance à vous deux. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bonne pêche à tous. Et bien sûr, ciao, ciao les amis. Bonne soirée. Ciao.